Europe 1. Jean-Marc Morandini, le grand direct des médias. Et si vous aimez l'histoire et si vous avez envie d'apprendre, eh bien vous allez être ravis ce soir, puisque France 3 a décidé de consacrer sa soirée à l'histoire. La chaîne diffuse un nouveau numéro de l'ombre d'un doute à 20h45 au programme. Ce soir, le château de Versailles et à sa tête Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Je précise qu'on vous retrouve tous les jours de 14h à 15h dans Au cœur de l'histoire, également sur Europe 1, bien évidemment. Ce soir, une émission complète consacrée au château de Versailles. Enfin. Pourquoi enfin? Parce que c'est mon sujet, ça, Versailles. Vous savez, depuis l'âge de 7-8 ans, j'y consacre l'essentiel de mon énergie, de mon temps. Alors pourquoi, je ne sais pas vraiment. Là, mais qu'est-ce qui vous fascine dans Versailles? Tout, la splendeur sans doute quand j'étais plus petit. Aujourd'hui, les rapports humains extrêmement complexes qu'il pouvait y avoir dans cette maison. Et puis peut-être aussi cette notion d'excellence, de dépassement. Vous imaginez que les plus grands artistes, les plus grands inventeurs, les plus beaux esprits se sont retrouvés dans cette maison pendant plus d'un siècle, à l'époque où la France était au sommet de son rayonnement. C'est un petit peu, vous savez, quand vous avez dans une vie humaine, vous avez toujours un moment dans votre vie qui a été particulièrement heureux ou plus fort que les autres. Et vous vous rappelez l'appartement ou la maison que vous viviez, dans lequel vous viviez à l'époque. Eh bien, c'est exactement ça. Versailles, c'est un peu la maison que les Français habitaient à l'époque de leur plus grande gloire. Alors moi, je voudrais qu'on reparte du début sur ce fameux château de Versailles. Qui a construit Versailles? Alors, toute une série d'architectes, bien entendu, mais c'est Louis XIV qui est à l'origine de tout ça. Au départ, il y avait un petit château de Louis XIII. C'était un relais de chasse, vraiment quelque chose de très modeste. Louis XIV commence à agrandir la demeure de son père. Il y installe toutes sortes de divertissements, car ça devient une résidence de plaisir. Il ne faut pas oublier que Versailles a été pendant très longtemps, en quelque sorte, la résidence secondaire de Louis XIV. Et puis, le roi prenant de l'âge, changeant, devenant plus religieux, c'est après la mort de la reine Marie-Thérèse, enfin c'est au moment de la mort de la reine Marie-Thérèse et de son remariage avec Madame de Maintenon. Entre parenthèses, ce soir, on va démontrer le mariage de Louis XIV et de Madame de Maintenon. C'est la première fois à la télé française. Et donc, à ce moment-là, il décide d'installer la cour et le gouvernement dans ce château qui devient de plus en plus gigantesque. Et on peut dire que tout ce qui s'est fait d'important à Versailles, tous les chefs-d'œuvre, tous les tours de force de l'architecture, des arts, etc., ont été faits par et pour Louis XIV. Donc il est, qu'on le veuille ou non, et quoi qu'on ait pu écrire sur le sujet, il est le maître d'œuvre. C'est sa maison. Il avait du goût, Louis XIV, donc. Ah oui, il avait surtout un goût très, très cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, il savait distinguer dans tout ce qu'on pouvait lui proposer ce qui allait dans le sens de son règne et de son image. Il était impliqué personnellement dans les choix? Mais totalement. Vous savez qu'on raconte, c'est Saint-Simon que ça énerve beaucoup d'ailleurs, qui dit que le grand architecte de Louis XIV, Hardouin-Mansart, avait les toutes petites entrées, qu'il pouvait déranger le roi à n'importe quel moment et que ce soit avant même son lever ou jusqu'à son coucher, dès que le Mansart entrait, Louis XIV n'avait Dieu que pour lui et qu'il était concentré sur ses plans, sur ses travaux, sur ses devis, etc. Il regardait tout. Vous savez, il avait écrit en apostille, en marge d'un rapport qu'on lui avait fait, « Je veux le détail de tout ». Mais Louis XIV voulait faire de ce château un symbole de la France, symbole de la richesse, de la puissance, du pouvoir? Peut-être voulait-il en tout cas en faire l'emblème de son pouvoir. Alors il se trouve que c'est devenu l'emblème de la France. Aujourd'hui, quand vous parlez de Versailles, c'est quand même phénoménal et on l'oublie ça. Vous savez, j'ai voulu qu'on ait une fin parce qu'on raconte des grands épisodes, c'est toujours le principe de l'ombre d'un doute. On raconte de grands moments qui ont eu lieu à Versailles. Versailles comme cadre, j'ai d'ailleurs appelé ça Versailles théâtre de l'histoire, parce que c'est vraiment ça. Bon. Et je tenais à ce qu'à la fin de l'émission, on ait le souvenir des grandes fêtes que la Ve République a pu donner là. C'était la grande salle des fêtes nationale, Versailles, pour le général de Gaulle, pour Pompidou, pour le président Giscard d'Estaing. Et on a donc le témoignage de Giscard et celui de la Chabanou, l'épouse du Shah d'Iran, qui raconte une grande soirée de gala en 1974, en l'occurrence. Et Giscard dit, et j'ai voulu qu'on le mette à la fin de l'émission parce que je pense que c'est vrai, quand on a la chance d'avoir le plus beau château du monde, on l'entretient. Bon, ça, je pense que c'est le cas, et même mieux que ça, puisque la maison est quand même très bien tenue aujourd'hui. Et on l'utilise, dit-il. Et malheureusement, nos présidents actuels doivent trouver le manteau un peu trop grand pour leur carrure. Oui, et puis peut-être c'est plus trop dans l'air du temps non plus, de montrer le faste et la richesse quand on est en crise économique, en crise sociale. On n'a peut-être pas envie de s'exposer et d'exposer le château de Versailles. Il y a des grandes dates dans le château de Versailles. Je crois que vous dites aussi que c'est à Versailles qu'a débuté la Révolution française.
Ah oui, bah bien entendu. Et d'ailleurs, on va dire le principal, enfin le sujet central de la soirée de ce soir, ce sont les journées d'octobre 1789. Ça, c'est tout à fait passionnant. Mais en quoi ça a débuté là? Parce que Eh bien, ça parce paraît que surprenant que ça débute à Versailles, la on dit Révolution. toujours, c'est là qu'était le pouvoir, non seulement du roi, mais de la nouvelle assemblée qui s'était autoproclamée. Vous savez, c'était le serment du jeu de paume en juin 89. Et donc, les députés siégeaient à Versailles. Les femmes de Paris qui réclament du pain, quelques hommes qui se sont aussi déguisés en femmes, vont aller chercher les députés à Versailles. Et très vite, on les oriente vers le château. Et il va y avoir ce phénomène tout à fait extraordinaire d'une foule. C'est vraiment les gens de la rue, avec, c'est vrai, l'appui de la force armée de Lafayette. Il y a les gardes nationaux parisiens qui sont là aussi. Mais en tout cas, cette foule va aller chercher physiquement le roi, la reine, la famille royale à Versailles et va les ramener à Paris, aux Tuileries. C'est un acte fondateur, c'est un acte essentiel dans l'histoire de la Révolution, bien entendu. Et d'ailleurs, l'un des historiens qui participe à l'émission ce soir, Guillaume Mazot, dit « On parle toujours de la prise de la Bastille le 14 juillet 89. À mon avis, les journées d'octobre sont plus importantes que la prise de la Bastille. » Alors ça, c'est pour la grande histoire, j'ai envie de dire, mais il y a aussi une petite histoire, bien Évidemment. Dans On Versailles, va être un peu dans les couloirs. Exactement. Qu'est-ce qu'on va apprendre ce soir qu'on ne sait pas, parce qu'on n'est pas, nous comme vous, des grands pros de l'histoire, mais dans les petites histoires de Versailles, qu'est-ce qui est surprenant? Il y a des personnages sur lesquels j'ai voulu qu'on mette l'accent. Évidemment, Madame de Maintenon. On découvrira qu'elle était bien l'épouse de Louis XIV. Et là, on a un document qui va être montré à l'écran et qui est absolument incontestable. Vous verrez que ça, c'est assez fort. On verra à quel point elle a manigancé dans l'ombre du grand roi au moment de sa mort. En 1715, on va bientôt célébrer le 300e anniversaire de la mort de Louis XIV. Et Madame de Maintenon voulait absolument pousser son petit préféré, qui était le duc du Maine, dans cette affaire, on le verra. Et puis alors, dans des périodes plus récentes, on a mis l'accent, par exemple, sur le caractère très éphémère et très peu sûr de la position très, très difficile de la favorite royale. Je pense à Madame de Pompadour, en l'occurrence. Madame de Pompadour, en 1757, au moment de l'attentat contre Louis XV, l'attentat de Damiens, on revit tout ça, bien entendu, va se demander pendant presque 15 jours si elle doit ou non faire ses malles, etc. Elle est à la fois la reine non couronnée de Versailles et en même temps celle qui peut, d'une minute à l'autre, devenir la femme la plus disgraciée de France. Et puis alors, on parle aussi de périodes plus récentes, notamment, je voulais qu'on raconte ce moment incroyable au moment de la Commune de Paris, quand le gouvernement, les corps constitués, et bien entendu tous les parlementaires de 1871 viennent s'installer à Versailles. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'ils y sont restés jusqu'en 1879. Donc pendant 8 ans, de 1871 à 1879, Versailles est redevenu la capitale de fête de la France. Alors aujourd'hui, Versailles, c'est un lieu touristique, l'un des plus 10 visités millions de visiteurs. de France. À titre exceptionnel, le Parlement peut s'y réunir Oui, pour le congrès, également oui. pour le congrès. Il y a la lanterne aussi. Alors Oui. la lanterne, on en a beaucoup parlé il y a quelques temps, vous vous en souvenez? Ça, c'est extraordinaire. Valérie Trierweiler qui est allée se reposer Ah, d'ailleurs oui. à la lanterne. Et aujourd'hui, c'est une résidence d'État alors que c'était un pavillon de chasse, c'est ça? Alors oui, c'est une résidence d'État depuis longtemps, depuis la fin des années 30. Ça avait autrefois été la résidence de Gordon Bennett. Autrefois, il y a vraiment très longtemps, c'était pas tout à fait un pavillon de chasse, c'était l'hôtel du grand maître, celui qui tenait les chasses royales précisément. Mais c'est une petite demeure absolument divine qui... Petite. Bah oui, par rapport en tout cas Oui, au château de Versailles ou à Trianon. Ça représente quoi à peu près pour qu'on ait une idée? En surface Ouais. au sol, je sais pas, ça doit faire 600 mètres carrés. D'accord, voilà, peut-être, donc ouais. petite demeure. Enfin, oui. non, mais tout est relatif. Bien sûr, bien non, mais c'était important pour nos auditeurs de comprendre ce que vous appelez petite Ouais. demeure. Et c'est un endroit absolument divin qui donne directement sur le parc de Versailles, sur la plus jolie partie du parc de Versailles. Donc c'est vrai que c'est un endroit de rêve absolu qui était la résidence de week-end essentiellement des premiers ministres. Tous nos premiers ministres tout à ont fait. été passés... moi, à l'époque où je vivais à Versailles, c'était du temps de Lionel Jospin. Je sais que Lionel Jospin, il passait tous ses week-ends. Vous n'étiez pas au château, je précise. J'étais juste à côté, Ouais. oui. Et ça a été récupéré par le alors, président de la ce qui est République. incroyable, c'est que Nicolas Sarkozy a Exactement. récupéré ça. Tout à fait. Presque dans l'indifférence générale, c'est assez amusant. Il a réordonné les cartes, si je puis dire. Il a décidé que le président de la République irait s'installer à la lanterne. Et alors, tout le monde était convaincu, entre nous soit dit, dans les milieux versaillais, tout le monde pensait qu'à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, ça allait revenir à Matignon. Pas du tout. François Hollande l'a gardé, lui. Voilà, on l'écouterait pendant des heures. Franck Ferrand, l'ombre d'un doute pour tout savoir sur Versailles. Ce soir, 20h45 sur France 3. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.